Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Jusqu'ici, la plus grosse levée dans le spatial, c'était The Exploration Company. Hélène Huby qui a reçu un BFM Award. C'était avant-hier. Mais avant-hier, c'est loin. Déjà, désormais, c'est Loft Orbital qui a la plus grosse levée dans le spatial européen avec 170 millions d'euros en série C. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Pierre Damin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Loft Orbital. Est-ce qu'avec une levée d'un montant de 170 millions d'euros, déjà vous devenez licorne? Félicitations, mais est-ce qu'avec des montants comme ceci, on arrive désormais à des montants quasiment américains avec une idée qu'enfin le New Space est financé correctement? Merci de me recevoir. Oui, en effet, avec ce type de levée, on arrive à se positionner comme un leader mondial dans l'industrie spatiale. Donc ce tour de table a été mené par Tikeo, qui est un acteur français. Mais dans le tour de table, on a fait rentrer des investisseurs qui reflètent la présence et l'ambition mondiale de Loft. Donc on a des investisseurs américains qui reflètent notre présence à San Francisco, évidemment des investisseurs français qui reflètent notre présence à Toulouse. On a aussi des investisseurs des Émirats Arabes Unis, où on a ouvert une joint venture pour plus de 100 millions d'euros il y a quelques mois. Et on a aussi fait rentrer Temasek, un investisseur de Singapour, dans le tour de table. Et donc ça permet à Loft vraiment d'exprimer ses ambitions mondiales et d'avoir des clients et des partenaires à travers le monde entier. Et comment cette levée de fonds va permettre d'accélérer votre flotte de satellites? À quoi vont servir ces 170 millions? Ça, c'est une excellente question. On a aujourd'hui commencé Loft Orbital comme une société d'infrastructure. Donc on est la première société à vraiment envisager le spatial comme de l'infrastructure et on permet à nos clients de déployer leur mission sur cette infrastructure. Fondamentalement, ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, comme tout le monde l'a remarqué, l'intelligence artificielle a fait éruption dans la vie et aujourd'hui, nos clients nous demandent de pouvoir déployer des applications d'intelligence artificielle dans l'espace. Du coup, une partie des financements qu'on lève, c'est pour pouvoir déployer des produits de technologie cloud, de technologies qui permettent de déployer de l'intelligence artificielle dans l'espace. Et fondamentalement, ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'arriver en temps réel à utiliser le spatial de manière simple pour répondre aux grands enjeux et aux grands challenges de notre temps. Donc, on redit ce que vous faites, vous, c'est-à-dire que vous faites des satellites prêts à l'emploi. Votre promesse, c'est de dire vous occupez de rien, sauf de ce que vous voulez envoyer dans l'espace. Comment vous avez réussi à réduire les délais qui sont quand même le nerf de la guerre? Alors, le spatial, c'est en effet une industrie où, généralement, ça peut prendre plusieurs années de lancer quelque chose et de l'utiliser. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est développer un ensemble de technologies qui permettent de standardiser l'industrie spatiale, qui permettent de faire une couche d'abstraction et de rendre simple le fait de déployer n'importe quelle solution dans l'espace. Et ces solutions, elles concernent quel secteur? Très concrètement, vos clients sont qui et à quoi vous pouvez leur servir? Alors typiquement, ça va servir à adresser les problèmes qui sont à une échelle globale. Donc beaucoup de nos clients utilisent nos satellites pour résoudre des problèmes qui sont liés aux enjeux climatiques et répondre aux désastres environnementaux. Malheureusement aujourd'hui, les exemples ne manquent pas, qu'on soit à Mayotte, qu'on soit voir les feux de forêt à Los Angeles ou qu'on regarde le changement climatique de manière générale, la pollution, etc. On est obligé d'utiliser des solutions spatiales pour pouvoir répondre à ces problèmes-là. Vos clients, c'est la NASA, c'est le CNES, c'est Microsoft, c'est même l'US Space Force, c'est Elon Musk aussi. Il fait partie de vos clients. Non, c'est vous qui êtes son client. Elon Musk, non, les clients. Elon Musk, c'est un entrepreneur qui a créé SpaceX, qui est une société qui lance des fusées. Nous, on achète les fusées pour pouvoir déployer nos satellites dans l'espace. Donc, c'est un de nos clients, un de nos fournisseurs. Fondamentalement, l'idée, c'est de se dire qu'avec l'accès à l'espace qui devient plus simple, et aujourd'hui un certain nombre de nouveaux entrants dans l'écosystème, d'ailleurs en France, plus l'écosystème permettra de lancer les satellites facilement, plus on pourra utiliser les satellites pour différentes applications. Vous avez souligné les questions d'enjeux climatiques évidemment majeurs. Il y a des sujets de souveraineté aussi qui eux aussi sont appelés à se développer, des enjeux de sécurité dans un contexte géopolitique plutôt instable. Là encore, quelle solution vous pouvez proposer? Notre solution, elle peut se proposer soit en infrastructure ouverte, où des clients vont juste déployer leur application dessus, soit aussi en solution privée pour un gouvernement qui va vouloir avoir son infrastructure dédiée pour elle, pour pouvoir utiliser l'infrastructure pour des besoins de défense. Donc un exemple de choses qu'on fait, par exemple, on fait voler une application développée par une société qui s'appelle Helsing, qui fait de l'intelligence artificielle en Europe, et à bord de nos satellites, on utilise notre infrastructure pour détecter des brouilleurs GPS en temps réel, ce qui est utile par exemple pour la défense.
Je reviens à Elon Musk. Vous êtes donc son client. On a Ariane Group qui désormais s'est inquiété des relations entre Giorgia Meloni et Elon Musk. Il parle de forces centrifuges qui pourraient mettre à mal la souveraineté européenne. Comment vous voyez-vous Elon Musk? Vous dites qu'il permet un accès au spatial qui est plus facile et à la fois tout mettre dans ses mains, c'est dangereux. Une situation de monopole, c'est jamais bien. Elon a commencé avec SpaceX à rendre l'accès à l'espace plus facile en lançant des fusées de manière très régulière. C'était le premier à faire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, notamment européens et notamment français, qui arrivent dans le sillon et qui vont prochainement être disponibles sur le sujet. Ça, c'est essentiel. Par exemple, quand on regarde les projets européens, il y a un gros projet européen qui est en train de se lancer qui s'appelle Iris-Carré, sur lequel Loft va pouvoir travailler avec des grands groupes, mais aussi avec des startups et des PME en Europe et en France, pour pouvoir justement adresser ces besoins de souveraineté. Vous dites la concurrence arrive. La concurrence arrive. On peut vraiment dire ça? Aujourd'hui, complètement, oui. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'Elon Musk n'a pas totalement écrasé le marché des lanceurs aujourd'hui au niveau mondial? Non, je pense que ça, c'est pas une version qui est fiable dans le futur. Aujourd'hui, c'est le leader du marché. Dans le futur, pas forcément. Qu'est-ce qui pourrait différencier les nouveaux acteurs qui arriveraient? Quel est l'avantage compétitif d'un nouvel acteur face à l'avancée technologique d'un Elon Musk qui est en plus sur toutes les tailles de fusées? Sur un lanceur, il y a des vrais enjeux de souveraineté. Donc, par exemple, sur les besoins européens, on va se focaliser sur des lanceurs européens, sur des lanceurs faits en France. Et du côté de l'Italie, par exemple, et Giorgia Meloni, on voit qu'effectivement, son regard se tourne plutôt vers les États-Unis, plutôt qu'Ariane Espace. Donc, est-ce que c'est toujours vrai, ça? À terme, oui, à terme, ça restera toujours vrai. Mais il faut bien voir que le spatial, ça permet de répondre à beaucoup d'enjeux différents. La souveraineté, c'en est un, mais c'est pas le seul. La souveraineté, elle se compte pas uniquement sur le lanceur, mais elle se compte aussi sur l'ensemble des technologies. Je parlais de The Exploration Company. Il y a d'autres boîtes du New Space qui émergent avec cette volonté d'être à cheval sur plusieurs pays. Pour vous, c'est le modèle. Il faut multiplier les investisseurs, multiplier les endroits où on est présent. C'est comme ça qu'on arrive à émerger. Oui, le spatial, c'est un domaine qui est mondial. Donc pour Loft, tout l'enjeu, c'est d'avoir un ancrage fort en France, mais d'avoir des équipes distribuées dans le monde entier et d'avoir des clients dans le monde entier. Donc, par exemple, on va avoir dans nos talents, on va avoir une de nos ingénieures qui a rejoint Loft directement après l'école et qui, 2 ans après, se retrouve à être en charge de la mise à poste d'un satellite qui va déployer la première application d'intelligence artificielle dans l'espace. Et ça, c'est des histoires humaines qui sont fabuleuses, c'est des opportunités de croissance énormes. Et ça, on ne l'a pas dans une équipe où on est uniquement dans un bureau avec que des personnes de la même nationalité. À Toulouse, on a plus de 20 nationalités différentes. On a des gens du monde entier qui viennent. Il y a 100 personnes à Toulouse. Ouais, aujourd'hui, sur combien de salariés dans le monde? On est 250 dans le monde et on a à peu près la moitié en France, à peu près la moitié aux États-Unis. Vous êtes effectivement implanté à Toulouse et à San Francisco, de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que vous constatez, vous qui devez pas mal faire les allers-retours, j'imagine, le décalage sur lequel on alerte, nous, beaucoup, ici à l'antenne de BFM Business, entre les États-Unis et l'Europe en termes d'économie? Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe pourrait courir le danger d'être effacée de la carte mondiale de la croissance? Aujourd'hui, pas du tout. Vous allez être le parfait contre-exemple. Pas du tout. Et la raison pour ça, c'est que certes, le marché américain est un plus gros marché, donc les montants peuvent être plus rapidement plus élevés. Mais en Europe, c'est là où il y a le plus gros talent du monde aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, dans les technologies de demain. La raison pour laquelle nous, on est à Toulouse, c'est parce qu'il y a un talent qui est incroyable. On a les meilleurs ingénieurs du monde. Et en intelligence artificielle, le gouvernement, l'écosystème investit énormément en France dans toutes ces technologies. Donc, en dehors de la Chine et des États-Unis, l'Europe, aujourd'hui, a toute sa place pour prendre le leadership mondial. Et c'est ce à quoi Loft participe. Aujourd'hui, nous, on fédère un écosystème à la fois en amont, avec des startups, des PME, des grands groupes comme Airbus, à qui on achète du hardware, et de la supply chain et des activités d'intelligence artificielle, où toutes les entreprises qui font l'intelligence artificielle en France peuvent déployer leurs applications dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose qu'on exporte aux Émirats, à Singapour, aux États-Unis, où des solutions made in France gagnent à l'export. Est-ce que les sujets des normes
de l'impôt, de toutes ces lourdeurs bureaucratiques que l'on dénonce régulièrement ici, est un sujet pour vous? On a l'impression que vraiment votre mindset est global, mondial, et que finalement les lourdeurs qu'on peut avoir en France, l'instabilité politique qu'on connaît en ce moment, n'est pas un sujet pour vous? Pour nous, c'est pas un sujet principal. L'ensemble des régulations, de toute façon, sont gérées par des organismes internationaux dans le spatial. Et donc, c'est vrai que nous, on a vraiment une approche globale sur le sujet. Bon, donc on va pouvoir finir cette interview en disant que le New Space a vraiment changé de dimension désormais en Europe. Depuis quelques années, il y a un vrai point d'inflexion. Et Loft essaye de participer au fait que la France prenne le leadership mondial sur le sujet.